Ne te fais plus avoir par toi-même et trouve l'amour. Si tu n'as pas encore trouvé l'amour, c'est peut-être pas uniquement à cause des changements de comportement dans les relations amoureuses. C'est peut-être lié à quelque chose qui vient de toi. Et dans ce nouveau podcast, je vais te donner 5 comportements qui vont définitivement t'empêcher d'attirer la bonne personne et qui surtout vont faire que dans 5 ans, tu seras au même point. Que tu sois un homme ou une femme, tu es concerné. Bonjour à toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour, à ne pas se planter au casting et surtout à tenir compte des changements dans la société. Des changements, que dis-je, un virage à 180 degrés. Et le monde du dating, de la relation, a plus changé durant ces 15 dernières années que pendant les 50 ans auparavant, même en tenant compte de la révolution sexuelle. Si tu veux en savoir plus, je t'invite au choix à t'inscrire au webinaire « Trouve l'amour dans la nouvelle jungle des rencontres » dimanche 13 avril à 20h, heure de France. Le lien pour t'inscrire est dans la description. Tu peux aussi participer à mon atelier privé si tu vis en région parisienne, samedi 5 de 14h à 18h. Enfin, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir bénéficier des toutes dernières informations concernant la rencontre amoureuse. Alors pour ne plus te faire avoir par toi-même et pour pouvoir attirer donc la bonne personne, je t'invite à tenir compte des 5 points suivants. Et reste jusqu'au bout parce que les 5 sont tout aussi importants. Le premier point, ce sont les fantasmes que tu projettes sur l'autre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fantasme qu'on projette ? C'est avoir du talent pour rêver. C'est, avant la rencontre, imaginer que la personne qui t'attend va être la personne dont tu as toujours rêvé. Et chaque rendez-vous est complètement enveloppé par les fantasmes de tes contes de fées, par des films que tu t'es fait dans ta tête, peut-être aussi par les films romantiques, les romans à l'eau de rose. Et du coup, comme tu vis dans un monde magique au pays des fées et des poneys, lorsque le prince qui se tient devant toi ne ressemble pas à celui de Peau d'Âne ou des Demoiselles de Rochefort, tu es forcément déçu. Parce que aucun homme ne peut correspondre, bien sûr, à tes idéaux, et encore moins aux caractéristiques que tu as projetées sur lui. Le souci, c'est que ces déceptions commencent à s'installer en toi, te rendent amère, te meurtrissent, et te rendent parfois agressive. Et souvent, les hommes parlent de femmes qui sont abîmées par les précédents. Les femmes parlent des hommes en colère. Alors, ça peut être son ex, mais ça peut être aussi sa mère qui a été méchante avec lui. Ça arrive. Ce que tu oublies, c'est que ton besoin de projeter tes idéaux sur un illustre inconnu, même si tu lui as parlé au téléphone ou si tu as fait une visio avec, vient de bien plus loin. C'est probablement lié à ton enfance. Ton système nerveux à l'époque voulait te sauver la vie. Et pour supporter les situations pas cool que tu as dû traverser, parce que tu étais vulnérable et tu n'étais qu'un enfant, une enfant, tu as probablement développé une solution de consolation, une forme de réconfort à travers les histoires d'amour qui finissent bien, de manière à ne pas être trop affecté par ce que tu vivais en tant qu'enfant. Et lorsque tu rencontres un homme qui ne correspond pas à ce que tu as imaginé, c'est comme si tu étais à nouveau une enfant de 5 ans impuissante qui survit grâce à ses illusions. D'ailleurs, demande-toi quelles ont été tes lectures, tes films, tes séries, selon ton âge, consolatrices, réconfortantes, tes jeux de poupées, tes Barbie, tes Ken. Et tu vas très très vite découvrir que ce que tu projettes sur les hommes, c'est quelque chose que tu as très souvent développé dans l'enfance pour te protéger, soit d'un environnement défaillant, soit d'une hypersensibilité qui te rendait malade. Le deuxième point, qui consiste à te faire avoir par toi-même, on pourrait l'appeler la pression du partenaire idéal. C'est une variante du point précédent, mais ça ne se passe pas au même endroit. En gros, tu as un moule, un schéma. Je me souviens d'une amie à moi quand j'étais plus jeune qui voulait un homme avec un nom à rallonge, une particule, des yeux d'une couleur X, telle taille et tel trait de caractère. Et chaque fois que l'un de ces critères faisait défaut lors d'une rencontre, cette jeune femme le congédiait. Et là, il y a 3 versions de la suite. La version conte de fées, elle finit par le rencontrer au bout de 3 ans, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tu te doutes bien que celle-ci est assez peu probable. La deuxième, c'est elle l'a rencontré, mais elle a été de toute façon déçue et elle a fini par divorcer. Et la troisième, qui est très fréquente aussi, notamment quand les gens ont des idéaux trop précis, c'est qu'elle est toujours toute seule, X années après. N'oublie pas que personne n'est obligé de rentrer dans le moule que tu as créé. De même que tu n'es pas obligé de rentrer dans le moule que l'autre a créé. Et parfois, l'imperfection est belle.
Parfois, les gens bizarres, que tu considères comme ayant des défauts, peuvent en réalité apporter le piment dont tu as besoin. Un piment qui va alimenter une connexion bien plus profonde. Alors, tes critères, peut-être tu devrais les interroger. Troisième point, un grand classique, mais ça fait toujours du bien de se le remémorer. C'est ce que j'appelle le piège de l'indisponibilité. Tu as souvent des rendez-vous avec quelqu'un qui n'est pas disponible, parce qu'il travaille beaucoup, il a un parent malade, il s'occupe de toute une famille, depuis le décès de sa sœur ou de son frère, il voyage pour son travail, il a une activité à laquelle il est accro, que ce soit le char à voile, le kitesurf ou la boxe, il n'a pas de temps pour toi. Et souvent, moins l'autre est disponible, plus tu le trouves excitant, malheureusement. Alors déjà, je t'invite à te demander, plutôt que de souffrir et d'être frustré, c'est finalement qu'est-ce qui manque à cette relation pour te convenir. Et progressivement, de rendez-vous foireux en début d'histoire compliquée, tu vas très très vite réaliser que ce que tu veux, c'est ça et ça et ça. Et donc, quand tu vas être face à quelqu'un dont l'emploi du temps n'est pas supportable pour toi, tu sauras te positionner tout de suite et surtout, tu éviteras de souffrir inutilement. Quatrième point, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est le défi de la vulnérabilité. Aujourd'hui, chacun joue un jeu de con. L'autre met 3 jours à t'écrire, tu mets 3 jours à lui répondre. Impossible de lui répondre tout de suite, au cas où il penserait que tu le veux plus qu'il ne te veut. Il faut avoir l'air distant, il faut avoir l'air fort, mais parfois il faut se vanter. Ou au contraire, ne rien dire et faire ses coups en douce. Du coup, tu as tendance à jouer un jeu, soit à te conforter à ce que tu penses que l'autre attend de toi, soit à en rajouter une couche ou à en faire des caisses pour impressionner l'autre. Mais finalement, à quel moment es-tu toi-même? Quand est-ce que tu montres ta vraie nature et tes paradoxes et tes failles et tes fragilités? Tes expériences, tes sentiments, ton passé sont totalement légitimes. Et choisir de les exprimer peut enrichir non seulement tes relations, mais aussi ton cheminement vers l'acceptation de toi. Et c'est normal de commencer petit à petit. Chaque conversation sincère va renforcer ta confiance en toi, ta capacité à t'ouvrir, que l'autre s'ouvre ou pas, et potentiellement ta confiance en l'autre. Nous arrivons maintenant au 5e point. C'est le paradoxe de la fameuse confiance en soi. Professionnellement, tu peux assurer totalement. Tu peux donner des ordres, te battre, être même un tueur, une tueuse. Tu peux ne rien laisser passer, ne rien négocier. Mais dès qu'il s'agit d'intime, dès qu'il y a de l'affect, de l'attente, de l'espoir, l'angoisse prend le dessus. Parfois, tu tombes dans la grande dépendance affective. Quand je dis la grande dépendance affective, je dis que 90% des gens, lorsqu'ils sont touchés par l'autre et qu'ils croient qu'ils pourraient avoir une relation avec cette personne, sont plus ou moins victimes du syndrome, entre guillemets, de la dépendance affective. Et c'est pas du tout un trouble obsessionnel compulsif lié à la relation ou un truc d'évitant, comme c'est la grande mode en ce moment de te parler d'évitant. Une fois que t'as dit qu'il était évitant, t'en fais quoi? Mais tout le monde parle d'évitant parce que tout le monde parle des trucs dont tout le monde parle. Ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un d'évitant que tu es dépendante affective. Tu es dans l'anxiété parce que tu as un problème avec la manière dont tu as été aimé autrefois. Tu as survécu comme tu as pu, comme on l'a vu tout à l'heure. Et quand l'autre en face est clair dans sa démarche et dans sa proposition, tu as beaucoup moins de raisons d'être dépendante affective. Et si tu es face à un évitant, mais barre-toi. Mais qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner avec une personne qui joue un jeu de con et qui disparaît volontairement parce que tu crois que le gars qui t'écrit pas pendant 3 jours, il ne sait pas qu'il n'a pas écrit? Bien sûr que si, il le sait. Et si à force d'écouter des vidéos sur internet, tu l'as catalogué comme évitant, qu'est-ce que tu en fais? La vraie question, c'est comment se passent vos interactions. Et s'il n'est capable d'être là que lorsqu'il est en face de toi et de disparaître le reste du temps, c'est pas toi qui déconne, c'est lui qui a un problème. Et toi, tu n'as pas envie d'être avec des gens qui te frustrent. Maintenant, comme tu en raffoles de ces personnes qui te frustrent, ce serait peut-être intéressant de te demander pourquoi et comment en sortir. Tu n'es pas défini par le fait que cette personne-là te donne envie de lui courir après et que tu sais que tu dois pas le faire. Mais tu vas le faire quand même avec un prétexte à 2 balles ou tu ne vas pas le faire et tu vas en crever. Eh bien, tu vois, si tu mettais la confiance que tu as dans ta vie professionnelle au service de ta vie amoureuse, tu ne souffrirais pas comme ça. Et donc, la vraie question pour toi, je me permets d'insister, c'est pourquoi, alors que tu as les ressources en toi, tu ne les utilises pas. Tu as le pouvoir d'utiliser tes ressources pour générer dans ta vie de dating ou lors des débuts de relation un sentiment de sécurité et de pouvoir. Parce que oui, tu te respectes et oui, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Maintenant, si tu veux en savoir un peu plus et connaître ta part de responsabilité versus les changements de comportement, n'oublie pas de t'inscrire à mon prochain webinaire dimanche 13 avril à 20h. Le lien est dans la description. Et si tu veux aller encore plus loin, viens à mon atelier privé samedi 5 avril de 14h à 20h en région parisienne. Lors de ce webinaire, je vous donnerai des clés pour construire des connexions authentiques avec des personnes motivées. Des connexions qui honorent qui vous êtes et qui ne jouent pas sur la corde sensible des blessures de l'enfance. Et bien sûr, qui invitent l'amour dans sa forme la plus pure. Lorsque nous serons ensemble, nous allons créer cet espace sacré dans lequel nous allons pouvoir nous débarrasser des couches de peur,
d'attente, de frustration, pour rendre possible le merveilleux voyage de l'amour. Et pour finir, la véritable intimité réside dans une connexion authentique et non pas dans un fantasme. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement, et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. Free audio post-production by alphonic.com